Vous en avez marre de faire du sport seul ? Votre coéquipier préféré n'est plus disponible aussi souvent que prévu ? J'ai la solution. Je suis ravie de vous parler de Smatchy, une application mobile qui vous connecte avec d'autres sportifs près de chez vous. Que vous soyez amateur ou sportif confirmé, Smatchy propose des fonctionnalités pensées pour vous. Un algorithme qui vous connecte avec des personnes partageant votre pratique, ou bien la possibilité de rejoindre ou d'organiser vos propres événements. Alors si vous avez envie de sortir de votre routine, de rencontrer de nouveaux partenaires ou simplement de rester motivé dans votre pratique sportive, téléchargez Smatchy dès maintenant. Petit bonus, c'est 100% gratuit. Disponible dès maintenant sur l'App Store et le Google Play Store. Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité inspirant, Anthony Drevet. Salut Anthony. Salut Sébastien, bonjour tout le monde. Alors notre invité aujourd'hui est un journaliste sportif trilingue, donc important dans le journalisme, pour pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues, basé à Paris, spécialisé dans le sport mécanique et les sports d'hiver. Donc son parcours professionnel a débuté chez Motors TV. Pardonnez mon anglais, mais bon, pas mal. Qui s'appelle maintenant Motorsport TV, donc pour les connaisseurs. Qu'avant de se lancer en tant que journaliste maintenant indépendant. Donc, il collabore avec des médias et des organisations prestigieuses comme l'Automobile Club de l'Ouest, le fameux organisateur des célèbres 24 heures du Mans, Canal+, Eurosport, Autosport, Auto Hebdo, l'équipe. Bon, voilà, la crème du sport, si on peut dire. Voilà, donc une polyvalence remarquable, commentateur, présentateur, journaliste de terrain. Anthony, tu couvres notamment des événements majeurs du sport auto comme les 24 heures du Mans, la NASCAR, le GP camion. Du coup, c'est aidant de maîtriser plusieurs langues, ce qui te permet d'avoir peut-être une perspective internationale aussi, puisque du coup, ça te permet de côtoyer plus grand que ce qu'on pourrait se dire en France. C'est important d'avoir l'écho des autres journalistes aussi. Ça aussi, c'est cool. Et du coup, on va explorer avec toi les aspects mentaux liés au journalisme sportif, la gestion du direct, c'est pas si évident que ça, je pense, et les défis de la couverture d'événements de grande envergure. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est assez complet, merci pour cette présentation. On peut dire, tu vois, tu parlais du côté international, je fais aussi l'European Le Mans Series, donc je me déplace dans plusieurs villes d'Europe sur des compétitions auto, là cette fois-ci automobile. Et c'est vrai que cet aspect international, il est important, hein, vraiment, je le remarque à chaque fois, pour parler avec des pilotes, évidemment, avec des team managers, avec des ingénieurs qui font le tour du monde et qui sont forcément pas que français. Donc ça, c'est vraiment important. La télévision, je crois que tu as été complet. Il y a Automoto la chaîne aussi, où je collabore. J'ai collaboré avec RMC Sport. Voilà, c'est plutôt très varié. Et normalement, les gens connaissent plutôt ma voix, mais me connaissent moins peut-être physiquement parce que je passe pas toujours à la télévision, mais en tout cas, on m'entend très très souvent sur plein d'épreuves sportives. Bon, ça, c'est super. Bon, si tu connais un peu en tout cas, le déroulé du podcast, je commence toujours par un petit portrait chinois. Forcément, c'est un peu mon warm-up, ça me permet un peu de mettre des couleurs sur mon invité. Et ensuite, on parle vraiment de la dimension du mental. Alors, j'ai des invités divers et variés, hein, donc ça permet de montrer aussi que le mental appartient à chacun et que chacun le développe avec son éducation parentale et ses expériences de vie, dans le positif comme dans les choses un peu plus Tout à difficiles fait. de la vie. Ça, Et, on y reviendra parce qu'il y a des choses qui me sont arrivées qui m'ont forcément au début marqué dans le mauvais sens du terme, puis après j'ai pu rebondir et ça m'a aidé à grandir.
Et du coup, j'aime bien, au gré des différents invités, souligner qu'il y a pas de méthode universelle, que, tout le monde pourrait appliquer pour aller bien, mais simplement, les méthodes qu'on veut bien, chercher en soi et en s'appuyant, soit sur des outils qui existent, parce qu'il y a quand même des outils, soit, sur ses expériences pour créer sa propre boîte à outils et puis, avec le temps, l'améliorer, pour, en tout cas, être efficient mentalement d'un point de vue performance, mais être aussi, efficient d'un point de vue bien-être. Parce que pour moi, les 2 ne vont de pair. Tu vois? Tu peux pas être performant si tu es pas bien dans ta peau et ça se ressent tout de suite, de toute manière, hein. Tout à fait d'accord. Donc si tu es OK, écoute, on va commencer, par un petit portrait chinois Allez, allons-y. et je précise que tu ne connais pas les questions. Ça, c'est l'amour du direct, tu vois? C'est ça. Donc si tu étais un circuit automobile, lequel serais-tu et explique-nous pourquoi? Si j'étais un circuit automobile, je dirais peut-être, un circuit comme Spa-Francorchamps où en fait, j'ai, plusieurs, aspects dans ma personnalité justement. J'aime bien, être, assez exubérant ou en tout cas enthousiaste et puis il y a des fois où, quand je suis, tout seul dans le privé, j'aime bien aussi avoir mes moments où je me ressource et en fait, le circuit de Spa-Francorchamps, c'est un peu ça. Il est très vallonné, il y a des montées, des descentes, il est, très complet aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien de pouvoir avoir, une possibilité de faire plein de choses. Je suis assez curieux dans la vie et je suis, assez intéressé pour découvrir plein de choses et peut-être sans le savoir finalement, mais c'est a posteriori que je me rends compte de ça, mais me lancer des défis, accepter en fait des missions qui au début me paraîtraient peut-être un petit peu compliquées, puis finalement me rendre compte que voilà, je suis capable finalement de faire ça. Donc voilà, le circuit de Spa-Francorchamps, il est reconnu par beaucoup comme un circuit assez réputé parce qu'il est difficile, parce qu'il est complet. Justement, c'est un petit peu ça, que j'aimerais, mettre en lumière aussi. C'est ce côté, voilà, où, finalement, c'est pas tout plat, c'est pas tout lisse et même dans ma carrière et dans ma façon d'aborder les choses, voilà, je j'aime pas les choses toutes lisses. Moi, j'aime bien avoir, soit des émotions très fortes, très positives ou des fois des émotions, forcément dans le moins bon, mais au moins qu'elles soient pas, édulcorées ces émotions. Du coup, il y a une question qui me vient par rapport à ça. Est-ce que tu fais comme tous les pilotes? Est-ce que les journalistes font ça? Tu sais, souvent, soit ils le font à pied, soit ils le font en vélo, de découvrir le circuit et Et ses bah, c'est et ses trajectoires, vous C'est faites ça? super intéressant que tu me dises ça parce que en fait, dans mon parcours, moi, je voulais être pilote automobile à l'époque. Je voulais être pilote de Formule 1 comme beaucoup de jeunes qui sont passionnés par l'auto et forcément, ça fait rêver et donc oui, j'en fais quelques fois. J'ai pas toujours le temps malheureusement d'aller, justement découvrir ces circuits. Spa-Francorchamps, je l'ai fait, ce tour de circuit. C'est long, hein, ça fait 7 kilomètres donc en plus, c'est vallonné, ça monte, ça descend donc c'est pas facile. Je veux vraiment en fait m'imprégner de ce que peuvent vivre les pilotes parce que si je veux relater au mieux leurs exploits ou leurs expériences, c'est aussi bien de pouvoir se mettre à leur place et je suis assez empathique donc c'est vrai que dans le commentaire même, je vais pas, aller les enfoncer, s'il y a une petite erreur ou les encenser outre mesure, tu vois? J'essaye de vraiment me mettre à leur place donc oui, oui, tout à fait, je ça m'arrive de faire les tours de circuit effectivement, pas aussi souvent que ce que je pourrais vouloir, mais en tout cas, j'en ai fait. C'est souvent, de toute façon, ils font du repérage, hein, les pilotes, donc ça, voilà. Je me demandais si les journalistes le faisaient aussi. Alors peut-être pas tout le monde, mais tu sais que ça peut aider parce que, quand on commente, si on a, déjà eu une expérience, alors je parle de l'expérience au volant évidemment ou alors au guidon pour la moto. Quand tu as eu cette expérience-là, tu peux plus retranscrire et tu peux plus t'adresser aux spectateurs et je pense que les pilotes sont assez sensibles à ça. J'ai pas, eu beaucoup l'occasion de creuser avec eux, mais c'est vrai que certains viennent me voir en m'expliquant que voilà, ils sont plutôt sensibles à tel ou tel commentaire. En tout cas, voilà, ils écoutent quand même, attention. Si tu étais un moment de course, quel serais-tu? Le dé le départ, Alors, un dépassement ou l'arrivée? bonne question. Moi, je pense que je serais un dépassement. J'aime bien, il y a aussi le côté dépassement de soi, évidemment. Le dépassement, parce que c'est là où tu as l'adrénaline, c'est là où tu as les choses qui se passent et on me parle des fois, des meilleurs souvenirs que j'ai, les meilleures courses que j'ai commentées, les meilleures, épreuves sportives et je réponds toujours que les meilleures que j'ai commentées ou en tout cas que je vis, ce sont celles où il y a de l'affrontement, peu importe si c'est une épreuve du championnat du monde, comme j'ai l'habitude d'en faire ou si c'est des épreuves du championnat de France ou championnats régionaux tant qu'il y a de la bataille, tant qu'il y a de l'affrontement,
moi ça me plaît. Donc c'est pour ça le dépassement, à la fois dépassement de soi, mais aussi l'affrontement qu'il peut y avoir. Donc moi je serais plutôt dépassement. Si tu étais, attends, pardon. Si ta voix était une voiture de course, quel modèle serais-tu? C'est le moment où mes chevilles gonflent, c'est ça? J'aimerais bien être une Ferrari, ça serait pas mal. Alors déjà parce que j'imagine que les auditeurs l'ont remarqué, mon débit est assez important. C'est quelque chose que j'ai pas forcément travaillé a priori. J'essaye de calmer le jeu aussi des fois. Et puis dans l'instant de la compétition, bah évidemment tout s'enchaîne et tout s'accélère. Et c'est un petit peu le trait de caractère que je montre et en tout cas la façon de commenter que j'ai, c'est de pouvoir moduler un peu le rythme de commentaire. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, je voulais ça quand j'étais plus jeune spectateur ou téléspectateur. Et donc, en étant moi-même commentateur, maintenant, j'essaye justement de moduler ça. Et ouais, je pense que je serais une Ferrari. J'aimerais bien, en tout cas, ça me ferait plaisir. Voilà, une voiture ou une voix fiable, une voix qui rassure et une voix qui puisse changer de rythme assez facilement. OK, ouais, les moteurs de Ferrari, ça envoie, quoi. Bon, tu parles italien ou pas? Non, mais je comprends. Et il paraît que j'ai des ancêtres italiens ou des origines italiennes. Je parle beaucoup avec les mains, donc c'est peut-être lié. Mais non, je parle allemand, anglais, français. Je comprends l'espagnol et l'italien. Et j'essaye à chaque fois, quand je vais dans les pays, par exemple, d'apprendre. Tu sais, c'est pas grand-chose, hein, mais des petits mots, les petits bonjours, les merci, les signes de politesse, etc. Pour s'adapter, que ce soit en République tchèque, que ce soit au Japon, que ce soit un peu partout. J'essaye vraiment, je m'y tiens, de pouvoir au moins avoir cette petite corrélation ou cette petite correspondance avec les gens du terrain. Ouais, les bases. Exact. Si tu étais une qualité indispensable pour un journaliste sportif, quelle serais-tu? La persévérance, parce que c'est très difficile de ne pas avoir de mur qui se dresse devant soi quand on est dans toute carrière professionnelle, hein. Il n'y a pas que le journalisme évidemment, mais il y a parfois des portes qui se ferment et on pourrait vite se démotiver. Et je pense que la persévérance, c'est quelque chose d'assez important, en plus de la passion que je peux avoir. Mais c'est vrai que de jamais rien lâcher, c'est pas toujours facile. Ça se joue beaucoup dans le mental justement, de pouvoir aussi être capable de rebondir ou d'avoir cette envie de rebondir. Ouais, je dirais la persévérance. Qui peut faire un peu, appel, à tes souvenirs du 24 heures du Mans, et de la manière dont tu le vis. Si tu étais à un moment de la journée en tant que commentateur, tu serais plutôt l'aube, le plein soleil ou le crépuscule? Ah! Alors, j'aimerais te dire l'aube, mais je suis pas du tout du matin, donc je suis plutôt le crépuscule. Et en plus, si tu veux, ça fait l'écho avec les 24 heures du Mans dont tu parles parce que, bah, en fait, je suis plutôt un oiseau de nuit et j'aime beaucoup, en fait, le commentaire quand la nuit tombe. Même, j'ai des souvenirs de ma première édition en 2013 aux 24 heures du Mans sur place où j'étais dans la voie des stands où, tu as l'impression que le temps est suspendu. Tu es vraiment au milieu de la voie des stands. Il y a peu de bruit, les voitures qui tournent évidemment, mais il y a ce son qui est très différent. Et tu vois, j'ai la chair de poule en t'en parlant parce que c'est vraiment des souvenirs que j'ai et qui me restent en mémoire et que j'ai envie de vivre chaque année. Avoir cette sensation aussi d'avoir besoin de sommeil, mais quand même super heureux et concentré d'être dans la voie des stands, de pouvoir échanger avec les mécaniciens, avec les pilotes et de pouvoir être toujours sur le qui-vive en direct. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc ouais, je serais plutôt le crépuscule, voire même la nuit, parce qu'il m'arrive souvent de commenter des épreuves de nuit aussi avec le décalage horaire. Si tu étais un son dans les paddocks, lequel serais-tu? Facile, je l'ai déjà. C'est le son du speaker, tu sais, dans les enceintes. Voilà, donc ça, c'est de toute façon, c'est pas celui que je serais, c'est celui que je suis quand je suis également. C'est pas que commentateur à la télévision. J'accompagne aussi les gens. J'essaye de m'efforcer d'accompagner les gens toute la journée, essayer de leur donner aussi des clés de comparaison, de compréhension et de les accompagner sans être saoulant. Donc voilà, je serais cette voix-là qui est dans les haut-parleurs et qui accompagne tout le monde. Ouais, puis en plus, je trouve que c'est important parce que, on connaît pas forcément toute la réglementation des courses. Donc du coup, le côté un peu pédagogique de compréhension de comment ça se passe, ça permet de mesurer aussi pour celui qui écoute ou celui qui regarde un peu les enjeux et les spécificités de chaque course. Parce que, chaque C'est course d'ailleurs toute la difficulté, hein. C'est toute la difficulté, c'est que, en fait, on s'adresse à la fois à des passionnés qui sont pas professionnels, mais qui sont très connaisseurs. Et puis il y a aussi, bah, les personnes qui sont, finalement l'accompagnement des passionnés. Et eux, bah, il faut que tu les captes aussi finalement. Je vais te parler des enfants, peut-être d'un couple qui viendrait ou peut-être d'un ami qui accompagne et qui n'est pas forcément très,
enclin à connaître telle ou telle réglementation de moto, de voiture, de ski, de snowboard, ce que tu veux. Ça, c'est ces gens-là en fait que je m'efforce de pouvoir aussi capter en étant un petit peu plus pédagogue et didactique. Donc, je te rejoins entièrement et c'est ça aussi qui me plaît finalement. C'est pas le côté professeur. Ma maman était professeur des écoles. Moi, j'ai jamais trop voulu faire ça. Par contre, en étant journaliste, commentateur, je suis un petit peu là dans le côté didactique et transmission. Si ta carrière était une course, elle serait de quel type? Un sprint, un rallye ou une course d'endurance? Eh ben, je vais te dire qu'au début de ma carrière, c'était un sprint parce que j'avais pas en tête ce temps long. Je me disais que toute opportunité que je ratais, oh là là, c'était la fin du monde et il fallait absolument que je sois le petit jeune qui monte et qui arrive. Et forcément, je pense qu'on est tous passés par là. On veut que ça marche et on veut se faire reconnaître. Je te dirais que maintenant, je suis vraiment à ma place parce que c'est de l'endurance. Voilà, je serais vraiment dans l'endurance. Je sais que il y a un temps long qui existe, il y a des choses qui se présentent à toi que tu n'as même pas en tête. En fait, j'ai eu beaucoup de bonnes surprises dans ma carrière, sans le savoir vraiment et sans avoir de plan a priori, de carrière. Je voulais juste être reconnu dans la profession et par les gens, transmettre aussi de vraies valeurs et de belles choses et je crois qu'à force, ça fait plus de 10 ans maintenant que je commente, hein. Mon premier commentaire, c'est 2011, donc ça va bientôt faire 15 ans et ouais, je suis vraiment dans l'endurance, tu vois? C'est pas un hasard que je fasse les 24 heures du Mans, l'European Le Mans Series et toutes les courses d'endurance américaines aussi. Donc je suis vraiment là-dedans. Donc si tu étais une langue, parmi celles que tu parles, laquelle, serais-tu et pourquoi? C'est difficile comme question. Tout le monde critique l'allemand, tu vois? Et je trouve que, cette langue, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours, intéressé. J'ai toujours voulu parler allemand. Alors je pense que j'ai quand même une petite idée, c'est que les sportifs allemands, j'ai été, bercé avec eux. Il y avait Michael Schumacher en automobile, en vélo, parce que j'ai beaucoup aimé le vélo aussi et j'aimais le sprint. Tu vois? Comme quoi j'étais pas, sur l'endurance à l'époque. J'aimais bien Eric Zabel au Tour de France. J'aimais bien, des skieurs, des sauteurs à ski même d'ailleurs, Dieter Thomas, Martin Schmitt. Voilà, j'aimais beaucoup, ces athlètes-là justement et je crois que ça a été le lien, avec l'Allemagne qui était très important. J'ai toujours voulu parler allemand. J'ai eu du mal à parler allemand parce que faut bien le dire, mais les professeurs d'allemand, ils sont peu nombreux et donc ben, il y a pas beaucoup de choix et j'ai pas été très chanceux, j'allais dire, avec les professeurs d'allemand, sauf une année et ça tombe bien parce que c'était l'année juste avant que j'aille en Allemagne. J'ai vraiment eu un apprentissage accéléré. On était 3 dans le cours, 2 qui s'en fichaient et puis moi qui voulais absolument apprendre et je crois que j'ai fait des progrès fous et donc ouais, j'aimerais être cette langue allemande que l'on pense un peu agressive quand on la découvre, mais moi je trouve qu'elle peut avoir des côtés doux aussi et il y a toujours ce côté et je reviens à Spa-Francorchamps où en fait tu as, toutes les facettes d'une langue, je trouve. C'est pas l'italien qui est très fluide, très mélodieux, très chantant. C'est une langue qui, de prime abord, te fait pas envie, mais une fois que tu la découvres, en fait, tu t'y intéresses vraiment et je crois que peut-être que je suis un peu comme ça. Alors, de prime abord, je suis quand même assez ouvert, mais peut-être qu'il y en a certains qui me connaissent pas et qui ont du mal avec ce côté enthousiaste. Ils se disent mais ça cache quelque chose. Et puis quand ils me connaissent, voilà, après ils vont plus loin. Et je pense en tout cas qu'ils sont agréablement surpris pour ceux qui me connaissent. Donc voilà, je serais plutôt l'allemand pour cette raison. OK. Si tu étais à un moment d'interview, lequel choisirais-tu? L'avant-course, le podium ou l'après-course? Qu'est-ce que je serais? Bonne question. C'est vrai que c'est 3 moments que j'aime bien en fait parce que, le moment de l'avant-course, c'est là où tout se met en place, où tu sens, l'adrénaline qui monte, quand tu es sur la grille de départ par exemple d'une épreuve sportive quelle qu'elle soit. C'est vraiment, très important. D'un autre côté, je veux pas non plus trop déranger les acteurs qui vont nous régaler soit pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures justement. Donc j'aime beaucoup ce moment. Le moment de la course, évidemment, tu es dans le feu de l'action. Tu vas voir un peu quand, tout se passe bien, ça c'est facile. Quand il y a des problèmes, tu vas avoir et tu as des fois des bonnes surprises et puis des fois tu as des refus et l'arrivée, c'est le moment où si ça s'est bien passé, c'est la joie et si ça s'est moins bien passé, tu essaies de comprendre pourquoi et tu vas à leur rencontre. Je dirais quand même peut-être l'avant-course parce que tu as encore tous les espoirs qui sont là pour tout le monde. Même si il y a c'est difficile d'échanger. Remarque, c'est que quand je suis sur la grille de départ des 24 heures du Mans, tu vois, c'est bien qu'on en parle ensemble parce que j'avais jamais vraiment mis de mots là-dessus. Mais je trouve que même sans se parler, tu transmets des choses. Et c'est plus le cas avant la course parce qu'il y a plus d'acteurs et que tout le monde est encore en course pour espérer avoir ce fameux bon résultat.
en fin de course, bon, t'as beaucoup de déçus et peu de gens heureux. Donc oui, bien sûr que tu peux partager avec ceux qui ont gagné et c'est facile même sans mots. Mais non, je dirais vraiment l'avant-course. Ouais, je pense que je préférerais être ça où t'as toutes les possibilités, toutes les opportunités encore qui existent. OK. Une petite dernière, et après on reviendra sur ton parcours. Si ta passion pour le sport auto était une météo, laquelle serait-elle? Moi, j'aime bien. Étant ma couleur préférée, voilà. Bon, bah, écoute, super. En tout cas, merci Tony pour cette petite, découvrabilité, par rapport à un peu à ton parcours, mais par le biais d'un portrait chinois. Alors on va revenir sur ton parcours. La question que en fait, j'ai envie de te poser, c'est comment tu es alors déjà, comment tu es devenu journaliste? Et on va commencer déjà par celle-là. Tu dois beaucoup l'entendre et je l'ai déjà entendu dans tes épisodes ou en tout cas avec certains. J'ai eu le syndrome de l'imposteur, hein, moi aussi, parce que en fait j'ai fait mes études et je savais pas ce que je voulais faire. Je t'ai dit, j'ai pas de plan de carrière, donc en fait j'ai jamais voulu spécialement être journaliste. Moi, ce que je voulais, c'était être plutôt dans le plutôt donc pilote de Formule 1 comme je te disais. Très content de pas l'avoir été parce que je me suis pas endetté comme ça, donc ça c'est très bien. Je crois que j'aurais pas suivi niveau mental, tu sais, mais côté sportif, aller toujours dans les derniers retranchements, aller peut-être même manger l'adversaire ou l'écraser. Je pense que j'aurais pas été assez fort là-dessus. Tant mieux. C'est important que tu soulignes que le côté financier est très exigeant, hein. J'ai en tête un jeune que j'ai eu la chance de côtoyer et d'aider par un ami qui s'appelle, Pierre-Louis Chauvet. Mais bien sûr, mais je le connais très bien, Pierre-Louis. Et Pierre-Louis, qui est quand même un talent français quand même, hein, du Confirme. pilotage. Aujourd'hui, bah, ce qui a pu un peu le bloquer, bah, c'est ce côté financier parce que, bah, voilà, c'est très compliqué. Et je sais que voilà, ses parents, ses grands-parents, son papa, enfin voilà, toujours en recherche de partenaires économiques et tout ça pour, bah, pour son rêve. On se rend pas compte, tu vois. Je rebondis parce que bah, ça me fait penser aussi à mon podcast parce que j'ai eu l'occasion d'animer aussi des podcasts où je retrace le parcours de pilote, de team manager, d'ingénieur, de skieur, enfin voilà, toutes les disciplines que je couvre évidemment. Pierre-Louis, j'aimerais beaucoup l'avoir aussi. J'attends peut-être d'avoir des nouvelles aussi sur sa carrière, d'avoir des bonnes nouvelles, mais je rebondis parce que c'est un vrai talent, c'est un vraiment super humainement, c'est un super gars en plus. Donc, tu vois, il y a les opportunités qui s'ouvrent ou pas. Et lui était chez Lamborghini, il y a une personne qui l'appréciait bien chez Lamborghini, puis il est parti. Et alors là, le problème, c'est qu'il se retrouve dans un programme où il est même plus spécialement voulu entre guillemets, il n'a pas été choisi et c'est très 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 difficile. Donc voilà, ça fait partie des profils aussi que j'ai envie de mettre en valeur dans mon podcast Trajectoire, de pouvoir aussi me dire qu'il n'y a pas que les champions. Parce que quelqu'un n'a pas de talent qu'il n'est pas champion, attention, c'est que justement, il peut aussi y avoir les opportunités à saisir ou non. C'est un peu comme dans la vie, hein, évidemment, ou dans la vie pro. Ouais, bon exemple. Oui, bah, tu sais, moi, je l'ai connu, on me l'a présenté, l'année où il a été champion de France de karting et où ensuite, l'année d'après, il a évolué sur la F4, via le programme FFSA et du coup, bah, ça m'a permis aussi, bah, de côtoyer d'autres pilotes, je pense au petit Maguet et qui avait fait des choses sympas et puis, il était de la génération, Pierre-Louis, de la jeune fille qui est chez Ferrari, qui était chez Ferrari et qui est passée. De Dorian Pain. C'est ça. Et j'avais eu l'occasion de l'avoir, bah, du coup, de l'avoir piloté, en karting. Parce que pareil, c'est l'école de la FFSA qui a formé un petit peu ces jeunes pilotes, quoi. Exactement. Tiens, d'ailleurs, tu vas te dire que je fais trop de promos. Ah là là, ça y est, je vais me faire mal voir. Non, mais j'ai lancé récemment, enfin, c'est un collègue à moi qui m'a encouragé à lancer ma chaîne YouTube et où je vais essayer d'aller à la rencontre. Alors attention, hein, le rythme ne va pas être comme un YouTuber, mais d'aller à la rencontre des pilotes, toujours un peu le même principe, hein, justement, des constructeurs, des fabricants de skis, par exemple, des choses comme ça. Et j'ai rencontré le plus jeune champion de la filière FFSA Academy, justement, de karting. Et donc, il m'a donné quelques cours. Et c'est vraiment intéressant de voir que à 13 ans, tu sens que les pilotes, ils sont câblés, hein, hommes ou femmes. Pouah, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est des sports exigeants, hein, faut c'est des sports, parce que je trouve qu'il y a pas que le pilotage, en fait. Ce que je trouve qui est intéressant, alors moi, je viens du tennis, donc rien à voir, mais tu vois, je suis passé par l'INSEP et souvent, on travaille sur la systémie de la performance. Qu'est-ce qui fait que
une performance se réalise. Donc elle se réalise pas que par le talent, mais il y a les qualités physiques, les qualités mentales, les qualités de compréhension stratégique. Il y a quand même plein d'éléments et puis tout ça mis à bout, il y a des interactions qui se font, qui créent la performance. Et c'est toujours intéressant et j'aime bien me poser la question, tu vois, aux pilotes, parce que j'avais remarqué qu'il y avait des pilotes qui étaient beaucoup plus performants que les autres parce que ils s'intéressaient à la mécanique et que du coup, s'intéressant à la mécanique, le moteur, et cetera et tous les rouages qui font la performance de la voiture, du coup, ils communiquaient beaucoup mieux avec leur ingénieur, mécanicien et Exactement. et souvent, même dès les plus jeunes âges, je trouve qu'ils avaient déjà de meilleurs résultats du coup. Ils étaient Tout à fait d'accord. pas que des pilotes, ils étaient aussi dans la compréhension de beaucoup de choses. C'est ce qui est difficile, hein. Dès qu'ils sont très jeunes, en fait, il faut qu'ils trouvent les financements, il faut qu'ils aient la tête sur les épaules, ils sont conscients de tout ce que ça peut engendrer ou non d'ailleurs. On parle de ceux qui réussissent, hein, mais il y en a plein qui malheureusement sont laissés sur le côté. Et c'est vrai que pour être un grand champion, je te rejoins, c'est qu'il faut à la fois connaître la mécanique, il faut être bon, j'allais dire dans les relations humaines, ce qui est pas forcément facile, hein. Tu peux être introverti, hein, si tu es bon pilote. Ah oui, mais le pilote qui sera extraverti sera peut-être un petit peu mieux mis en valeur parce qu'il va s'entourer de son équipe. Donc c'est un vrai travail. C'est pas simple. Franchement, c'est un sport très très exigeant. C'est pas le seul sport exigeant comme ça, mais c'est aussi ce qui me plaît, c'est ce côté complet en fait des sports mécaniques où tu as bien sûr tout le monde dit ah bah c'est facile parce que c'est la voiture qui fait le travail. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais tu as ce côté mécanique et tu as ce côté humain et c'est un peu ce que je retrouve en ski, c'est un peu ce que je retrouve même sur le vélo. Tu vois, c'est des choses comme ça. Ouais et puis il y a aussi quand tu pilotes, tu pas le droit à l'erreur, hein. Non, ça c'est clair. Ça L'erreur, c'est clair. elle est vite, heu, elle est vite punie, hein et punie soit par le résultat de la course, soit ça peut être physique parce que tu te plies, enfin tu vois, c'est dangereux, quoi. Non, c'est sûr. Donc moi, j'ai pas choisi ça, tu vois, pareil. Je me suis dit: «Bon», je voulais au début. Non, par contre, ce qui m'a aidé, en fait, sans le savoir évidemment dans ma vie, ensuite, c'est que, bah, étant donné que j'étais passionné, je regardais, toutes les compétitions, sportives, imaginables et inimaginables d'ailleurs, sur, la télévision à l'époque et c'est grâce à Eurosport, par exemple, et notamment le satellite que j'ai découvert tout ça. Voilà, parenthèse refermée, mais en tout cas, ce côté passion, je l'ai depuis très longtemps, hein. La première course de Formule 1 que j'ai regardée, c'était quand j'avais 3 ans. Là, j'ai des petits souvenirs et c'était à Spa-Francorchamps. Tiens, ça me revient avec Michael Schumacher. Donc là, il y a toujours ce côté-là. Je peux l'expliquer en tout cas cette passion. C'est grâce à mon papa hein, qui lui regardait les compétitions de Formule 1. Et en fait, donc je fais mes études, ne sachant pas ce que je veux faire, bah, j'essaie de m'ouvrir les opportunités maximum. Mais donc du coup, je vais pas dans une école de journalisme puisque je ne sais pas que je veux être journaliste. Donc je vais à l'issue du lycée je vais dans une classe préparatoire. Ensuite, je fais, une école de commerce. Voilà, parce que je me suis dit: «Bah, c'est assez varié. Je peux faire à la fois, si je veux, de la compta, soit, je peux faire du marketing, je peux faire de la communication, je peux faire plein de choses» et il fallait faire un stage à un moment donné et je fais un stage, je demande en tout cas, chez Eurosport, Canal, tous les constructeurs automobiles, les équipes et cetera. Tous des refus évidemment, parce que c'est très difficile de trouver même des stages si tu connais pas, une ou l'autre personne. Et je finis par demander à Motors TV, qui est une chaîne que je regardais quand j'étais plus petit. Mais en me disant: «Mais c'est pas possible, juste, j'essaye et on verra bien». Donc j'étais en Allemagne à ce moment-là et j'envoie, ma candidature, quoi. Et je reçois une réponse, mais limite, je pense, ouais, dans la journée ou même le lendemain, enfin: «Ah OK, pas de souci, on peut, convenir d'un entretien». Et moi, je suis en Allemagne, quoi, pour mes études, pour mon Erasmus. Donc je lui dis: «Bah OK, bah, de toute façon, c'est une opportunité, allez fonce, quoi», tu vois? Enfin, tu as lancé la perche, donc vas-y. Donc là, je prends le train, je me retrouve là-bas, ça se passe très bien. Je J'ai pas la réponse tout de suite, mais je sens que ça peut bien se passer et puis je finis par être pris. Et là, quand je découvre bah, le monde de la télé, mais sauf que c'était le côté marketing, communication, hein, puisque c'était dans le cadre de mes études d'école de commerce. Je passais plus de temps avec les journalistes que j'avais côtoyés. Eux ne m'avaient pas côtoyé, mais moi je les avais vus à la télé et entendus. Et là, en fait, ils se sont rendus compte que vraiment je connaissais pas mal de choses. Donc, dans mon année de stage, j'ai déjà commencé à leur soumettre l'idée que potentiellement je pouvais les aider pourquoi pas commenter, par exemple, parce que j'aime bien parler. Donc, allons-y. J'ai été bercé par toutes les paroles qu'ils avaient données. Et puis, en plus, ça reste du sport mécanique, que ce soit auto ou moto. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise, quoi. Et ils m'ont fait confiance. Mais merci à Jean-Luc Roy, merci à Laurent-Frédéric Bollet, Patrick Rivet, qui, en fait, ont pas hésité. C'était aussi l'avantage d'être dans une plus petite chaîne, mine de rien. Parce que chez Eurosport, je pense que, ou chez Canal, j'aurais pas pu vivre ça.
Et chez Motors TV, ils m'ont fait confiance et ils m'ont dit, bah, OK, vas-y, pourquoi pas. Donc, premier commentaire, janvier 2011. J'étais stressé comme tout. Et puis, ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas très bien, mais ça se passe pas trop mal. Et ils sentent qu'il y a quelque chose. Et au fur et à mesure, bah, voilà, ils m'ont fait confiance. Et donc, à ce moment-là, j'ai pas encore fini mes études, hein, parce que j'étais en année de césure, donc, stage. Puis l'année suivante, bah, fallait que je retourne dans mon école de commerce qui est à Strasbourg, pour terminer. Bah, j'ai eu l'idée de leur demander chez Motors TV s'ils étaient d'accord pour me garder, mais en tant qu'apprenti cette fois, donc faire de l'apprentissage. Donc je passais 2 semaines à Paris, 2 semaines à Strasbourg, donc ça implique d'avoir évidemment de logements, et cetera. Enfin, voilà, c'est que c'était costaud, mais je me rendais pas compte des efforts que je faisais à cette époque-là. En fait, évidemment que je gagnais rien, hein, et que je perdais de l'argent chaque mois. Heureusement que mes parents sont là et merci à eux parce que, bah, c'était pas forcément facile. Même si c'était 2 petits logements, c'est quand même 2 logements à payer. Et donc, je fais cette année, donc on est en 2012, cette dernière année d'apprentissage. Et donc en 2013, je leur demande s'ils seraient OK pour me faire bosser. J'ai pas beaucoup de pistes, hein, mais je me dis que journaliste, ça me plairait, quoi, vraiment. Et de bosser avec eux, ça serait top. Mais à côté de ça, je vais essayer de m'ouvrir des opportunités et donc de lancer peut-être des pistes aussi par mail à tous les contacts que j'ai eus. Tu vois, mentalement, déjà, je me mettais dans la position d'être à la recherche, d'être indépendant avant même d'avoir fini mon apprentissage. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et donc, dès la première année, j'ai eu le contact avec les 24 heures du Mans via un réalisateur que je peux citer, un Gilles Cousin, qui m'a fait confiance. J'ai bossé avec Fred Courant de Fred et Jamy de C'est pas sorcier cette première année. Et puis j'ai eu d'autres petites choses avec la NASCAR européenne, avec le championnat de motocross de Belgique et tout ça en fait, ça s'est construit en l'espace de quelques mois seulement. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Donc d'où mon côté un peu syndrome de l'imposteur parce que j'avais pas fait les bonnes études pour être journaliste. Mais sauf qu'en fait, j'avais montré sur le terrain ou au micro ou sur mes commentaires que j'avais quand même une capacité à faire des choses. Donc j'avais aussi la possibilité avec Auto Hebdo de rédiger. J'ai eu la possibilité de présenter même quelques petites choses. C'est pour un site, certes, qui était pas forcément très très connu, hein, un site d'actualité du sport mécanique US, donc c'était US Racing. Sauf que j'ai pris le micro, j'ai présenté devant la caméra, et donc c'était les débuts, les prémices. Donc voilà comment ça s'est lancé. Mais je te dis qu'au début, c'était pas facile. Enfin, j'avais cette crainte, j'osais pas dire que j'avais pas fait d'école de journalisme. Ça je te Ah le ouais, confirme. oui. Bon après, on peut se former par soi-même, hein, il faut pas l'oublier quand même. Et je le vois. Et tu sais, je pense que c'est vraiment un avantage. Alors, je dis ça comme ça, je veux pas dégoûter les gens qui veulent faire du journalisme, bien au contraire, ou de passer par une école, parce que si on sent de devoir passer par une école de journalisme pour apprendre les bases, etc., attention, je le conseille évidemment vivement. Moi, ce que je dis toujours, c'est que le journalisme, il y a quelques métiers comme ça. On peut se former quand même sur le tas et on peut finalement, voilà, apprendre des autres, soit par mimétisme pour certaines choses, soit en allant à la rencontre des gens. Je pense qu'il faut cette curiosité et être avenant en fait pour être journaliste sur le terrain. En tout cas, moi ce que je fais, hein, je suis reporter, commentateur. Maintenant, je suis devenu même présentateur, animateur aussi sur des plateaux télé ou dans des débats ou dans des tables rondes. Donc ça, c'est des choses vraiment qui se travaillent. Et je dirais que c'est une force de pas avoir fait d'école de journalisme parce que je sors un petit peu du cadre. Et l'autre force aussi, c'est que j'ai pas commencé en étant stagiaire à une rédaction dans un domaine qui m'intéressait pas ou qui m'aurait pas permis de tout de suite montrer que je savais faire des choses. J'ai commencé dans le domaine que je maîtrisais le mieux. Donc forcément que c'était plus évident. Mais sauf que maintenant, je me suis lancé des défis. J'ai commenté des sports que je connaissais pas, outre le sport d'hiver et les sports mécaniques. Tu vois, j'ai commenté des compétitions de boules, commenté de la fléchette, j'ai commenté du canoë. Enfin voilà, j'ai fait tellement de choses justement et j'ai accepté ces difficultés-là parce qu'au début, je peux te dire que quand on te propose de faire des sports qui sont un peu en dehors de ton rythme de croisière ou en tout cas de ton domaine de compétences, c'est pas forcément facile et il faut se faire violence dans le cerveau, hein, vraiment de pouvoir se dire ok, je suis capable de le faire quoi. Allez, mais je vais travailler, hein, j'accepte de travailler, j'accepte de pas être tout de suite en confiance absolue, mais il faut absolument que j'y arrive. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis j'ai aussi fait des animations, notamment pour des marques. J'ai été voilà maître de cérémonie quoi, comme on peut dire. Donc là aussi beaucoup de travail, beaucoup d'échanges, mais c'est super rémunérateur humainement. Génial. Ouais, c'est top. En tout cas, ce que j'en retiens, c'est que tu es passé d'un stage chez Motor TV à aujourd'hui être journaliste indépendant pour des médias prestigieux, en fait, en tout Exactement. cas dans les spécialités que toi tu aimes, hein, dont tu es passionné. Donc ça, c'est génial. Et avec si tu regardes là dans le rétro là,
au moment où on se parle là. Il t'inspire quoi ton parcours? En fait, j'ai eu l'occasion d'être mis en valeur par Auto Hebdo il y a pas longtemps avec Dorian Granger qui m'a mis en lumière et c'est assez rare pour être souligné. Donc merci à lui, merci à toi aujourd'hui de me donner la parole aussi parce que je considère toujours que le journaliste, il est là pour mettre en valeur les invités et pas se mettre en valeur soi. Et c'est vrai que de nos jours, je sais que c'est important de communiquer et de pouvoir construire peut-être une image autour d'un parcours. Ce qui m'inspire, c'est que a posteriori, en fait, j'ai eu plein de barrières et je m'en suis pas rendu compte. Moi, j'ai fait mon centimètre haies, si tu veux. Moi, je passais les haies, mais sans savoir que peut-être je dérangeais parce que j'avais pas cette mauvaise vision des choses, quoi. Je veux dire, moi, je faisais ce qui me paraissait être bien et j'allais à la rencontre des gens et que ce soit le président de Motors TV, Jean-Luc Roy, ou que ce soit le monteur qui était dans une des salles pour faire des programmes. Je parlais à ces 2 personnes de la même manière, en fait et donc j'avais pas de plan de carrière, encore une fois, c'est ce qui revient, hein et j'en ai toujours pas d'ailleurs. Je saisis des opportunités, ce que je veux, c'est évidemment rester dans ce milieu de journaliste, de présentateur et cetera, pour l'instant en tout cas. Mais ce que je veux, c'est surtout rencontrer. Donc quand je regarde, dans le rétro, et je m'en suis rendu compte avec l'article, qui est paru dans Auto Hebdo, c'est que oui, il y a pas grand chose qui m'a arrêté, mais je me rendais pas compte et je crois que je me rends toujours pas compte vraiment des des risques qu'il peut y avoir ou des barrières qui peuvent se présenter devant moi. Donc c'est pour ça que je te parlais de persévérance tout à l'heure. C'est vraiment, faut rien lâcher. Il y a des portes qui se sont fermées, je me suis pris des murs, hein, évidemment. Mmh, l'important, voilà, c'est de pouvoir, trouver l'énergie pour repartir, d'être bien entouré aussi, de pouvoir avoir à la fois des potes, à la fois la famille qui soit là, dans des moments, pas forcément simples. Ouais, c'est assez inspirant de regarder dans le rétro et de se dire, «T'inquiète Anthony», si je me parlais à moi-même en 2011, «T'inquiète, ça va se faire. Tu veux être une Formule 1 là, mais t'inquiète, l'endurance c'est bien aussi et tu auras des opportunités». En tout cas, bravo parce que finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que, bah, c'est pas facile de se faire une place, en tant que journaliste ou commentateur ou enfin, en tout cas dans le monde fermé du journalisme sportif et encore plus, de l'automobile parce que C'est clair. c'est Bah, pas simple. surtout, je vais te dire, c'est assez incroyable, mais l'année 2024, elle a été, assez folle quand même. Je m'attendais à ce qu'elle soit chargée, mais alors autant que ça, je pensais pas. J'ai quand même commenté 2 courses de Formule 1, j'aurais jamais pensé dans ma vie, faire ça. Ce qui fait que j'ai complété mon tableau. Je dis toujours en rigolant, «Je peux prendre ma retraite maintenant, c'est bon, j'ai commenté toutes les disciplines de sport mécanique». J'ai pas encore commenté toutes les disciplines de ski, alpin ou de ski, global, des sports d'hiver, mais j'en suis pas loin. Non, c'était fou. J'ai eu, l'opportunité donc grâce au groupe Canal+ et donc sur C8 de commenter 2 grands prix de Formule 1. J'ai commenté les Jeux, de Paris. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Je suis pas malheureusement allé sur place sur les épreuves parce que ça, c'est l'autre problématique financière évidemment des chaînes de télé et des médias maintenant, c'est que de moins en moins les journalistes sont des journalistes terrain. Donc grâce aux 24 heures du Mans, je suis encore sur le terrain heureusement. J'ai quand même quelques possibilités de me déplacer, mais moins finalement que par le passé où j'ai pas connu moi cette époque-là, mais où tout le monde était, quand tu étais journaliste, voilà, était envoyé au moins plusieurs fois dans l'année pour faire des reportages. Et en fait, ouais, année complètement folle 2024 et je dirais ça m'a aussi, encore une fois permis de progresser, même s'il y a rien qui est, gravé dans le marbre parce que, tu vois, un peu à l'instar des pilotes ou des athlètes entre guillemets, chaque année, comme je suis freelance et pigiste, en fait, tout est remis en cause, quoi. Et ça peut être pour des raisons vraiment diverses et variées, parce que tu vois, quand je te disais que j'avais eu des barrières, par exemple, je te dis juste un exemple, c'était Eurosport en 2019, quand je venais de commenter une saison et demie de ski alpin, je reçois un coup de fil et on me dit c'est génial ce que tu fais, parce que j'avais passé un casting, j'avais été sélectionné parmi 20 personnes qui avaient passé ce fameux casting pour être la nouvelle voix du ski alpin féminin. Et donc ça s'était bien passé, puisque j'avais été sélectionné. C'était une consécration aussi pour moi, parce que j'avais jamais commenté de ski à la télé, mais pourtant je suis passionné depuis des années de ski, parce que voilà, il y a des trajectoires justement, on aime la vitesse, j'aime la glisse, j'aime les sports blancs, quoi. Et là on m'appelle en me disant, «Ouais, franchement tu as rien à te reprocher, super ce que tu fais, mais on ne garde pas, quoi». Et là tu te prends la barrière et la porte dans le mur et la porte dans la tête et tu comprends pas, en fait. Alors après tu comprends a posteriori en se disant que, de façon rationnelle, on préfère prendre quelqu'un qui est déjà embauché en interne plutôt que de faire appel à un prestataire extérieur, comme on dit. Et donc, tout ça pour te dire que ça m'est arrivé chez Eurosport, ça m'est arrivé dans d'autres cas aussi, encore à 2 reprises.
Et même là, pour l'année 2025, tu vois, tout n'est pas gravé dans le marbre. J'ai des réponses qui doivent arriver. J'ai pas encore mon planning à 100%. Faut quand même toujours se battre. Et donc, cette fameuse persévérance. Même si j'ai réussi à faire des choses que j'aurais jamais imaginées, il faut quand même toujours rester vigilant, réactif et toujours proactif même, je dirais, pour continuer parce que bah il y a forcément des des gens qui eux aussi veulent dans ce milieu progresser, et c'est tout à fait normal et c'est le jeu et c'est l'émulation qui joue. Mais voilà, donc tout ça pour te dire que oui, j'ai fait des choses et je suis trop content d'avoir pu gagner ma place et d'être un commentateur ou reconnu en tout cas dans le milieu. Ça, j'en suis ravi. Mais voilà, encore une fois, je ne dis pas que je suis arrivé, bien loin de là, et il faut toujours se battre. Je retiens, c'est que rien n'est acquis. Voilà. Rien n'est rien n'est acquis et j'avais une question qui m'est venue un petit peu, pendant que, tu me parlais un peu, enfin voilà, ce que j'ai retenu, c'est que tu avais fait l'intégralité des courses, en tant que commentateur. Quelle est, celle où finalement tu es le plus fier de l'avoir fait pour commenter? Forcément que la Formule 1, ça marque. Je dirais pas que c'est ça en fait. C'est bizarre, hein, parce que j'ai commencé par la Formule 1 en tant que spectateur ou téléspectateur, ça m'a toujours fait rêver. Ah quand même, je pense que de commenter les 24 heures du Mans, ça a été quelque chose de fou et d'autant plus que maintenant, en ce moment, l'endurance prend une autre ampleur. Je crois que c'est peut-être de ça dont je suis le plus fier et surtout d'avoir une longévité en fait dans cette course. C'est une des premières courses quand même que j'ai couvertes en tant que journaliste et ça, c'est quand même assez dingue de se dire ça. 2013 quand j'ai été indépendant, quoi. Je suis allé sur place, j'étais dans la voie des stands et je présentais et j'étais avec le micro à la main et j'avais jamais trop eu d'expérience comme ça, hormis, comme je te disais, sur le site US Racing à l'époque, mais c'était plus amateur, quoi. Là, c'était vraiment la première fois que j'étais dans les stands d'une course internationale. Donc je te dirais les 24 heures du Mans. Et pourtant, j'ai commenté le championnat du monde de Superbike, le championnat du monde de moto, le championnat du monde de Formule 1, le championnat du monde d'endurance, du monde de jet ski, enfin voilà, beaucoup de championnats du monde et quasiment tous d'ailleurs, c'est assez dingue dans mon domaine, hein. À la Coupe du monde de ski alpin aussi. Et ouais, je dirais quand même les 24 heures du Mans. Là, c'est vraiment lié à mon histoire et je retiendrai vraiment juin 2013 comme déclencheur finalement, voilà, de ce qui arrive maintenant. Ouais, tu parlais 24 heures du Mans, ça me fait je fais un petit coucou au docteur Fabre. Je sais pas si ça te parle? Exact. De Johan Fabre qui, bah, du coup, qui s'occupe en tout cas de la préparation des pilotes, de l'écurie. C'est Toyota qui gagne à chaque fois ou non? Je me souviens plus. En fait, je C'est crois pas à chaque fois qu'il gagne, mais oui, je crois que c'est chez Toyota. Je suis pas sûr de ce que j'avance. En tout cas, je le connais. et du coup, ouais, je suis à chaque fois parce qu'il en parle un petit peu. Il est toujours fier de montrer à la fin, bah, finalement qu'ils sont allés au bout, quoi. Parce que ça demande certainement pour les tu vois, pour les pilotes une préparation, alors physique certes, mais aussi, mentale parce qu'il faut, Ah mais le jour, la nuit, l'endurance, pour rester éveillé aussi sûrement. complètement. D'ailleurs, je pense que les 24 heures du Mans, c'est même plus mental que physique, hein. Alors ça reste physique, hein, évidemment, mais c'est mental parce que, quand tu es à 3 heures du mat, que tu es fatigué et que tu dois enchaîner des relais parce que dans la radio, on te dit qu'à ce moment-là, ça arrange la stratégie que tu fasses encore 45 minutes. En gros, c'est ça, hein. Quand ils te disent, «Tu vas rester dans la voiture pour un relais supplémentaire», tu sais que tu vas te prendre encore 45 minutes à faire. Donc des fois, il leur arrive aux pilotes de faire 3, 4, 5 relais. Donc c'est quasiment, 4 heures et demie dans la voiture et c'est assez fou et c'est mentalement qu'il faut être fort. Tu vois, je repense à l'année dernière, une anecdote, hein. Je sais que tous tes auditeurs ne sont pas passionnés par la compétition automobile, mais j'essaie d'être didactique justement. L'année dernière, en fait, dans la nuit, il y a eu de la pluie et quand il y a des conditions difficiles comme ça, quand il y a trop de pluie, et ben, en fait, on stoppe la course, ou en tout cas, on la stoppe pas, on l'interrompt, mais ça continue de tourner. Je sais pas comment te dire, on la neutralise avec des voitures de sécurité qui sont des Porsche, là, en l'occurrence, je crois, devant le peloton. Mais sauf qu'en fait, derrière, bah, tu dois rouler à 80 ou 90 km/h, ce qui est vraiment ridicule quand tu es dans une voiture de course. Et donc, bah, faut lutter contre la fatigue. Faut pas t'ennuyer, faut pas t'endormir. Il faut rester quand même dans le rythme parce qu'à tout moment, ça peut repartir. À tout moment, il peut y avoir ce drapeau vert qui signifie que la course reprend. Et ça, mentalement, ça doit être quelque chose, hein, parce que j'ai parlé avec une des pilotes, Sarah Bovy, par exemple, une Belge, qui était dans la voiture à ce moment-là. Et elle me dit, mais pendant 30, 40 minutes, j'avais plus aucun échange avec le stand. Et je me disais, où suis-je, quoi? Je suis dans la forêt, je vois rien, on est au ralenti.
Et il faut rester dans cette course qui finalement ne paraît pas continuer, mais elle continue. Et ça a été vraiment un moment, je trouve en tout cas un moment fort. Moi, c'est un de mes pires souvenirs aux commentaires d'ailleurs, parce que j'ai failli m'endormir moi-même. Et c'était vraiment difficile parce que j'ai fait sur cette édition quasiment 36 heures sans dormir. Donc à la fois d'être dans les stands, de commenter, d'aller me balader un petit peu partout. Pour moi aussi, c'est une course d'endurance finalement, les 24 heures. Justement, on va en parler. On va en parler de l'endurance et on va aborder un peu le côté mental un petit peu de ta profession et quand on est commentateur en direct sur des événements majeurs. Pour toi, avoir un bon mental, ne serait-ce que déjà, est-ce que tu peux nous définir le mot et qu'est-ce que c'est pour toi en tant que commentateur, avoir un bon mental? Alors, il y a plusieurs facettes évidemment. Le bon mental, déjà, c'est le côté positif. Moi, je trouve c'est cette envie de vouloir transmettre, de toujours avoir cette énergie. Donc, dans le mental, toujours rester très focus, très concentré sur ce que tu vas dire. Donc, pas dire de bêtises, évidemment. Toujours avoir en tête que faut s'adresser vraiment de manière, comme on le disait, didactique à tout le monde. Que ça reste agréable aussi à entendre. Et donc ça, mine de rien, dans la tête, faut quand même rester toujours très, très actif. Ça demande énormément d'énergie, on se rend pas compte, hein. Évidemment, je reste assis sur une chaise, mais c'est quelque chose, qui est, assez difficile, en fait, au tout début. Il m'arrivait d'avoir, vraiment mal de tête à un moment donné et pour ça, il faut, continuer de boire de l'eau, à s'hydrater. C'est un effort vraiment, ça reste un effort physique, je dirais. Donc le côté mental, solidité, pour, rester concentré. Le côté mental aussi de ne pas dire de bêtises, parce que, on est en direct, hein, mine de rien, donc c'est vite fait, hein. C'est vraiment très, très vite fait de dire quelque chose qui nous échappe et qui soit enregistré, enfin qui puisse pas être coupé au montage, puisqu'il y a pas de montage et qu'on est en direct. Donc le mental, je dirais, ouais, c'est vraiment, un moteur dans l'activité que je fais et cette activité de journaliste justement, mais c'est vraiment une partie extrêmement importante parce qu'il y a la préparation en amont, une préparation mentale de se dire ok, là je suis dans la projection en fait. Tu vois, je fais un peu comme les sportifs, je me projette. Voilà, ok, là la course qui va avoir lieu, je vais devoir commenter pendant 4 heures, donc il y a ci, il y a ça, se remettre dans les conditions de ce qui va se passer, apprendre ses notes évidemment, apprendre les différents intervenants, et cetera. Avoir en tête qu'il peut se passer tel ou tel scénario. Donc moi aussi finalement je me projette dans cette course et c'est pour ça que j'ai toujours besoin, on dirait pas, hein, mais allez 10 minutes avant de vraiment prendre l'antenne. C'est pas toujours facile en fait quand on croise des gens qu'on connaît, qu'on apprécie, de leur dire bon ok, il faut que j'y aille. Mais non, mais t'es pas encore en direct. Ouais ouais, non, je suis pas encore en direct, mais je vais l'être. Donc mentalement, tu vois, j'ai besoin de ce moment-là. C'est pour ça que je te disais que je peux être à la fois très expressif et dans le partage, mais aussi de devoir quand même m'isoler pendant maximum 10 minutes, minimum 5 minutes, tu vois, pour être dans l'état d'esprit qu'il faut. Je dirais pas que c'est un plan de bataille, hein, mais on n'en est pas loin quand même, où vraiment il faut cadrer son activité et les choses. Donc ouais, le mental très important à ce niveau-là, et puis jamais douter non plus, ça peut arriver, hein. Faut même vraiment laisser de côté son côté perso, quoi. Il y a le personnel, on le quitte pendant le moment où là en l'occurrence je commente. Je pense plus à des soucis éventuels qu'on peut avoir parce que chacun a des problèmes dans sa vie, et c'est vraiment faire la distinction entre les deux, et c'est pareil pour les pilotes, c'est pareil pour tout le monde. Faut pas emmener sa vie perso sur le lieu de boulot tout simplement. Donc voilà, pour moi le mental c'est vraiment la partie super importante, même capitale évidemment dans mon métier. Justement, donc dans le mental, c'est des termes qu'on emploie souvent, hein, on entend souvent le mot pression. Comment toi tu gères la pression du direct et des longues heures de commentaires que tu as à faire? En fait, ça dépend des gens qui me font confiance. Tu as des fois des ambiances qui sont très, très difficiles et où tu as certaines personnes qui, ne voulant pas mal faire, mais te donnent des conseils qui, en fait, n'en sont pas vraiment, et c'est plus des contraintes qu'autre chose. «Ah, il faut faire ci, il faut faire ça et oublie pas de faire ci et oublie pas de faire ça. Attention, hein, tu écouté par, des millions de personnes». Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, je m'en fiche, en fait, et donc du coup, à me concentrer pour résister à la pression. Je me dis pas que je suis écouté par des milliers ou des millions de personnes. Je me dis que je suis là, dans mon élément, dans ma cabine de commentaires, et en fait, que je commente pour une personne ou pour 12 millions, pour moi, c'est la même chose. Donc vraiment, ce que je veux, c'est délivrer la même qualité de service
c'est pour ça que je te disais que ce soit un championnat du monde ou un championnat régional. Pour moi, c'est le service que tu apportes aux gens qui vont t'écouter. Donc ça, c'est déjà la première chose. Comment j'ai réussi à l'enlever cette pression? Je pense que c'est avec l'expérience aussi et avec la technique que j'ai pu atteindre et acquérir depuis des années. Je t'avoue que au tout début, les premiers commentaires, le cœur battait très très vite. J'étais pas très serein au moment où je prenais la parole, au moment où je prenais l'antenne. J'avais quand même un peu de mal, donc du coup, j'écrivais mes petites phrases d'accroche, pas beaucoup, hein, mais voilà, 3 phrases d'accroche où vraiment je savais que sur ces premières lignes, sur ces premiers moments, je savais quoi dire, quoi. J'étais pas lancé dans le bain et sans avoir quelque chose en tête, parce que vite on peut se tromper. Généralement, quand je commente avec une personne, j'essaie de décrire un tout petit peu ce qu'il y a eu comme palmarès, mais très rapide, de façon à pouvoir présenter le consultant qui est avec moi. Et en fait, il y a pas de technique particulière, j'ai pas de recette miracle, hein, malheureusement. Mais je dirais que quand je commente pour des employeurs qui sont de toute façon réglo avec moi depuis des années, qui me font confiance, quoi, c'est là où je suis le meilleur en fait. Vraiment, c'est de sentir cette confiance. Quand je me sens pas à l'aise, c'est comme beaucoup, hein, je réinvente pas la roue évidemment en disant ça, mais quand on te met dans une position où oh, attention, hein, il va pas falloir que tu fasses ci, que tu fasses ça. Là, c'est pas là où je suis le meilleur parce que je suis dans la retenue et donc forcément, et ça m'arrive, hein, ça m'arrive souvent avec certains employeurs, ça m'arrive, et ce sont des situations qui se répètent. Par exemple, on te signifie juste avant de prendre l'antenne, attention, hein, le chef écoute. Ah bah oui, voilà, c'est le meilleur moyen de t'envoyer dans le mur. Alors que s'il te le dit pas, qu'il écoute ou qu'il écoute pas, de toute façon, tu vas faire ton travail et tu vas délivrer la qualité. Et il y a une fois où je me souviens vraiment, c'était pas fait méchamment, mais le président de l'ACO, machin, est vraiment en train d'écouter. D'accord. Et c'était une course qui était organisée par l'ACO justement. Je peux te dire que c'est il y a des années, hein, mais je me suis bien mis la pression et heureusement, après 5-10 minutes, j'ai essayé vraiment de faire tout le travail en étant aux commentaires, hein. Tout le travail mental de me dire: c'est pas grave, tant pis, reste concentré dans ton truc, reste concentré dans tes notes et qu'il écoute ou qu'il écoute pas, pour toi c'est pareil. Donc voilà, c'est vraiment essayer de se détacher. C'est ça la recette que j'essaie d'avoir et de rester vraiment factuel et de pas dire de folie. Je sais par exemple, tu vois, il y a un autre enjeu pour les pigistes, ça va être très bête, hein, comme exemple, mais comme je bosse pour plusieurs boîtes, t'as pas envie de dire un mauvais nom. Bienvenue sur X et machin, alors que c'était Y, quoi. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour les pigistes. C'est clair. J'ai une autre question qui me vient là, et après on parlera de confiance et droit à l'erreur. C'est comment tu fais pour maintenir ton enthousiasme, tu sais, sur les commentés pendant une longue durée? Parce que, tu sais, ça dure longtemps, tu sais, d'ailleurs tu me disais que tu avais failli t'endormir parce qu'il y avait eu ce moment de la course où il ralentit tout ça, mais du coup, comment tu fais pour, garder ton entrain? Des fois, j'ai des aides assez intéressantes grâce à la nouvelle technologie. Tu sais, ce sont les chats, notamment sur YouTube ou sur les réseaux sociaux où tu peux avoir des questions, des interactions avec les gens. En fait, ça, j'aime beaucoup. Déjà, c'est franchement super. Sur Canal+, ils ont pas trop travaillé ce côté-là. Sur Eurosport, ils le font plus. Sur Automoto, la chaîne, encore plus. Et donc, c'est vrai que quand tu as cette possibilité d'avoir des relances par les spectateurs directement, c'est génial. Ça t'aide ça te redonne un coup de boost. Quand il y a pas ça, en fait, c'est ma profession. C'est pour ça qu'on dit que c'est un métier. Oui, bien sûr, quand on est dans son canapé, facile de commenter une ou deux actions et d'être enthousiaste. Et puis après, tout le reste du temps, tu te remets dans ton canapé, tu te reposes et tu écoutes la personne qui parle. Alors que moi, je suis la personne qui parle. À un moment donné, imaginons que je dise une petite bêtise, ça peut arriver. Là, ça va me faire douter. Peut-être être un petit peu moins dans mon rôle, et il me faut quelques minutes pour revenir et pour évacuer cette pensée en se disant: «OK, de toute façon, j'ai dit un truc qui allait pas, j'en suis conscient. Je vais pas insister et me flageller. Donc je continue. Je sais très bien qu'il y a des gens qui auront tiqué et qui l'auront noté». Donc pour maintenir cet enthousiasme, j'essaye à chaque fois de me redire qu'il y a des gens qui viennent de nous rejoindre. Là, je me dis: «Ah tiens, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient de se connecter là, soit sur internet, soit sur la télévision et qui veut absolument que je relance la machine». Et donc, à ces moments-là, s'il y a un petit peu moins d'enjeux, j'allais dire sportifs, je vais aller rappeler les enjeux qui étaient au début du reportage.
en expliquant que les favoris sont là et que attention, il peut encore se passer des choses. Je survends pas le truc quand il y a pas à survendre, mais quand on peut essayer de redonner de l'intérêt à la compétition. Et c'est ma petite technique justement, c'est vraiment de remettre un petit peu, tu sais, comme une bûche au feu pour repartir là aussi. Et c'est même pour moi que je le fais. Et au fur et à mesure, je me rends compte, il y a des fois où je commente avec quelqu'un, donc là, c'est un petit peu plus simple. Et encore, faut que la personne soit dans le même mood, parce il m'est arrivé que des personnes qui commentent avec moi s'endorment. Ça, c'est magnifique quand même. Donc je me retourne, je dis, n'est-ce pas? Ah ben alors la personne était en train de dormir à côté, donc je voulais pas réveiller non plus la personne, donc j'ai rebondi et donc je suis reparti. Quand tu es tout seul, c'est un petit peu plus compliqué, ça m'arrive de commenter seul des épreuves et j'essaye de me dire que les gens qui écoutent auraient envie, voilà, à ce moment-là, que tac, ça puisse repartir. Donc là, soit je fais une petite blague, soit je vais aller chercher peut-être une info sur autre chose de la course, des petits à côté, pas forcément sur ce qu'on voit à l'image et voilà, c'est ces petites techniques-là, j'en ai plusieurs, j'ai une boîte à outils, voilà, entre guillemets, pour pouvoir relancer un peu l'intérêt et donc garder cet enthousiasme. Quand ça dure longtemps, tu vois, là, bon, on n'est pas dans le sport mécanique, mais tu sais, quand tu as un match de foot qui est soporifique au possible, bah, il faut être fort, hein, pour pour arriver à ce que tu vois, celui qui est le téléspectateur, il n'avait pas changé de chaîne pour Mais c'est regarder ça. toute la panoplie de choses qu'il y a à voir à la télé, maintenant, quoi. En fait, je pense qu'il y a les 2. Moi, quand j'étais plus jeune, et je le suis encore maintenant, hein, sensible évidemment aux commentaires, parce que même quand je bosse pas, même si j'ai une déformation professionnelle, c'est quand je bosse pas, évidemment, j'ai plus ce regard critique maintenant, mais professionnel, je veux dire. Et avant, non, j'étais très attaché aux personnages qui commentaient, et même si la discipline en elle-même m'intéressait pas, en fait, j'étais accroché par justement le commentateur. Et donc, bah, si tu veux, je me dis que les gens c'est peut-être ça aussi parfois où ils vont venir et moi mon objectif c'est que bah, justement ils puissent rester parce que je vais les intéresser sur tel ou tel point et c'est pour ça que je vais essayer d'être factuel dans certains cas et puis des petites parenthèses, des petites respirations pour ouvrir aussi sur un petit peu autre chose. Voilà, ça plaît pas. Après il y a différentes manières de l'aborder mais voilà, en tout cas c'est vrai que c'est assez intéressant de voir toutes ces astuces qui peuvent exister et moi, je suis persuadé que, bah, voilà, pour garder les gens avec soi, c'est déjà sur le rythme que tu peux avoir, le rythme de diction, le rythme de parole, et puis sur ce que tu dis, évidemment. Mais voilà, non, non, je rejoins, si tu veux, le petit Anthony qui regardait la télévision à l'époque et qui était accroché par des commentaires de certaines personnes. Puis d'autres, bah, finalement, tu vois, même si je suis quand même persuadé que le sport en lui-même ou la discipline ou ce que tu veux est plus forte que le commentateur ou la commentatrice, évidemment. Mais je pense quand même que si le moment est un petit peu moins fort de l'activité ou du sport ou de la manifestation, et ben tu peux être quand même capté par la personne qui parle. En tout cas, c'est mon avis et j'espère que Ouais. c'est ça. Ah non, c'est sûr, hein, c'est sûr. On va parler un peu de la construction de ta confiance et puis aussi du droit à l'erreur, hein. C'est 2 thèmes, qui sont, importants dans le podcast. Comment tu as construit ta confiance face au micro et particulièrement au début de ta carrière? J'ai eu la chance, si tu veux, comme j'étais chez Motors TV, d'être dans une chaîne qui était peut-être un petit peu moins suivie. Alors suivie quand même par des passionnés et par des connaisseurs, donc c'était ça peut-être la plus grande difficulté. Mais j'ai construit ma confiance au fur et à mesure et des commentaires. Et je te dirais que la confiance, il y a un point que j'ai en tête. Je sais plus exactement les dates, mais je pense que ça devait être 2012 où à une fin de saison, une fin d'année les courses automobiles généralement commencent à se calmer un petit peu et ça repart en mars-avril. Et donc j'ai souvenir que je crois que c'est Patrick Rivet, un des responsables chez Motors TV, qui est venu me voir et il m'a proposé une discipline qui n'était pas du tout connue de de ce que je regardais, quoi. C'était du bateau, des compétitions de bateaux à moteur, quoi. Bon, j'avais jamais vraiment fait ça. Et ma première réaction, tu vois, comme quoi, hein, ça a été de lui dire oui, oui, OK, mais si tu trouves quelqu'un qui connaît mieux, hésite pas à lui donner, hein. Ça, c'est un peu refus d'obstacle au début. Et puis lui, savait qu'il y avait pas trop d'enjeux. Voilà, c'était une compétition qui était, diffusée, mais qui était pas plus suivie que ça. Il y a pas des millions de personnes qui étaient fans de ce sport-là et ou en tout cas de cette discipline-là. Et donc je l'ai accepté. Et je peux dire qu'au début, c'était, ultra difficile
parce que il y avait beaucoup d'hésitation, je savais pas exactement où aller, je savais pas comment nommer les concurrents. Enfin, j'étais pas dans ma zone de confort. Et cette confiance, elle s'est construite au fur et à mesure justement. Et je suis devenu quasiment un expert de cette discipline. J'en ai parlé avec des potes à moi qui ont écouté aussi le contenu de ce que je proposais et qui m'ont fait des retours en me disant ah oui tiens il y a ci, il y a ça. Et j'étais très content de me nourrir des retours de passionnés et de gens qui étaient connaisseurs aussi de l'expérience téléspectateur en fait. Et cette confiance, je l'ai construite avec les échanges que j'ai pu avoir, tu vois, avec des gens qui ne sont pas experts du commentaire, mais qui sont par contre des consommateurs de ce type de contenu. La confiance, elle vient au fur et à mesure, en fait, quand tu as des retours aussi, mine de rien, de ta direction ou des retours des spectateurs qui te disent ah oui tiens ça c'était super ou ça c'était intéressant, mais il y a eu ci, il y a eu ça. Et au fur et à mesure, j'ai senti en fait que il y avait quand même quelque chose. Et donc c'est vraiment avec la pratique que cette confiance s'est construite. Mais il y avait la confiance au niveau de ce que je savais faire. Ça, c'était vraiment le skill, quoi, comme on dit, hein, la compétence. Donc là, j'étais plutôt confiant à ce sujet-là parce que je me doutais que ça pouvait le faire. Et par contre, j'étais pas confiant, toujours pareil, parce que j'avais pas fait cette fameuse école de journalisme et parce que j'étais chez Motors TV, mais j'avais pas beaucoup d'autres possibilités d'évoluer. Et en fait, la confiance vraiment complète, je dirais, j'ai commencé à la toucher du doigt, même si elle peut vite repartir aussi parfois, puis après ça revient. C'est toujours un cycle, hein, évidemment, mais là, à l'heure actuelle où je te parle, ça s'est vraiment, vraiment construit avec la discipline que je couvrais sur place, l'European Le Mans Series notamment, parce que c'était vraiment un championnat que je suivais en étant sur place, en allant côtoyer les pilotes, les ingénieurs, les team managers, les gens du milieu, et je voyais bien leur retour. Donc ça, c'était la première pierre. Et puis Canal+ qui est venu se greffer à ça, où vraiment j'ai senti que j'avais ma place quand ils m'ont dit de faire un championnat complet sur une année en étant indépendant. Ça arrive très rarement, mais ils m'ont dit que j'allais faire la Formule 2, la Formule 3 sur toute la saison à partir de 2022, la saison complète. Donc depuis 2022, je suis aux commentaires sur Canal+ régulièrement, et les gens en fait ont commencé à identifier Anthony Drevet en tant que spécialiste pour Canal+. Ça, franchement, ça aide, tu vois, alors que je sais faire les choses et je l'ai fait depuis 2011 de la même manière ou quasiment. J'ai quand même progressé depuis un petit peu, je pense. Voilà, il y a ce double étage, j'allais dire. Il y a la confiance au niveau de la compétence, mais il y a la confiance aussi au niveau du regard peut-être des autres spécialistes et de la confiance que te donnent justement tes employeurs. OK. On va parler de l'erreur. Donc peut-être dans un direct, je pense que l'erreur est possible. Oui. Alors comment tu la gères, cette erreur? Alors au début, c'était évidemment un point important parce que je voulais pas faire d'erreur. Je ne venais pas du milieu vraiment, et que je me disais: «Voilà, mais si je fais une erreur, je vais être éjecté tout de suite». Donc ça, c'était compliqué. Parfois, je me coupais la parole moi-même, je commentais tout seul, et je disais un truc qui commençait à aller mal, je coupais et hop, et je repartais, et je sais pas, je m'en mêlais les pinceaux. Ça, c'était un peu compliqué. Après, j'ai eu cette phase où je disais une bêtise et je m'excusais, ce qui ce qui est dans l'absolu, bon, tu peux faire, mais ça veut dire que tu soulignes ton erreur, et cetera. Ensuite, j'ai eu la phase où tu fais ta petite erreur et en fait tu corriges dans la phrase suivante, ou voilà, parce que ça peut arriver. Il m'arrive aussi de désacraliser cette erreur en faisant un petit sourire, un petit clin d'œil, ou en disant: «Ah bah oui, évidemment, vous aurez corrigé vous-même», et cetera. Voilà, une petite pirouette, on va dire. Mais maintenant, je suis beaucoup plus relax avec ça parce que ça peut arriver à tout le monde. Je veux dire, franchement, des erreurs. Et je vois même des consultants qui sont des anciens sportifs, athlètes, etc., d'un sport en particulier qui commentent. Alors, ils arrivent aussi à se mélanger les pinceaux et à se tromper. Donc, j'en ai vraiment maintenant fait mon affaire, j'allais dire, de faire une erreur, ça peut arriver. Et donc, du coup, de désacraliser ça tout de suite, ou débunker le moment un peu gênant ou tendu, faute de grosse erreur évidemment, mais une qui revient et qui m'a marqué quand même parce que c'était une journée très, 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 très chargée. C'était en 2018, je venais de faire 7 heures de commentaires sur Motors TV, et j'enchaînais avec 2h20 sur Canal+. Donc vraiment la journée costaud, quoi. Et alors j'étais pas tout seul pour commenter la course de 6-7 heures, mais on était qu'à 2 et c'était quand même assez prenant, quoi. Et la course de Canal+, j'étais avec quelqu'un qui avait pas l'habitude de commenter, et le départ de la course se passe. Et en fait, c'est une course qui aurait dû durer donc 2 heures quelque chose, une course de Formule 1 américaine en fait sur des anneaux. Donc ça va très vite, ça peut être dangereux.
Et ça l'a été dangereux parce que premier tour, une voiture qui s'envole et qui s'enroule dans les grillages. Donc là, tu vois, c'est mauvais souvenir. Et je sais pas pourquoi, mais tu sais, dans l'émotion, j'étais tellement choqué et j'ai été surpris que j'ai sorti, pas complètement, mais un mot qui s'apparentait à être le mot exceptionnel, tu vois. Mais je l'ai pas dit. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'était impressionnant, c'était terrifiant, c'était ce que tu veux. C'était pas exceptionnel, mais j'étais tellement fatigué, je m'attendais pas à ça, que là, tu vois, c'est l'erreur qui arrive parce que tu es mentalement plus dans le truc. J'aurais peut-être dû prendre une barre énergétique, quelque chose comme ça pour m'accompagner, mais j'ai sous-estimé le la difficulté d'enchaîner ces 2 épreuves. Et puis parce que, bah, voilà, je voulais aussi avec Canal+, me faire, bien voir et cetera. C'est aussi important, tu vois? Parce que quand tu es indépendant, bah, forcément, tu dois aussi, enchaîner les boulots. Ça, j'ai sous-estimé la difficulté et donc j'ai failli dire une bêtise et là, quand tu as dit ça, c'est vraiment pas simple. Alors en plus, la situation était difficile parce que c'était assez dramatique. La personne en question, c'est Robert Wickens qui maintenant est sur un fauteuil roulant, donc tu vois, c'est très, très dur et en fait, j'ai essayé de faire abstraction de ça, mais ce que les gens ne voient pas, tu sais, c'est le problème des extraits aussi, hein, que tout le monde ressort. C'est à la fois bien et des fois ça dessert quoi. C'est que les gens n'ont pas su que pendant 2 heures, j'ai ramé comme un fou pour une interruption de course où on savait pas si la personne était soit encore vivante, soit même décédée. On savait rien, on n'avait pas d'infos. La personne à côté de moi qui commentait n'étant pas très experte en choses et donc moi je devais tenir la facile et voilà, tu vois, c'est ce type de choses, ce type d'erreur là qui moi me marque encore et j'en suis bien triste. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a un mot qui est sorti et qui aurait pas dû sortir, enfin qui est même pas sorti en entier, mais et ouais, c'est le droit à l'erreur, il existe, mais les gens sont pas forcément tous super enclins à prendre du recul là-dessus. Qui sont prêts sur les réseaux à tout de suite être assassins, quoi. Donc ça c'est le côté un peu difficile. C'est plutôt les réseaux sociaux par la suite. Au tout début de ma carrière, c'était quand même moins développé et j'avais moins cette sensation-là. Là, maintenant, on a l'impression d'être épié quand et dès que tu dis un truc, c'est intérêt à être costaud, quoi. Bah, justement, par rapport à cette anecdote dont tu nous parles, comment tu rebondis après une émission comme ça? J'ai essayé de tout de suite me refocaliser sur, ce qui était important, en l'occurrence l'état de santé de cette personne, et puis d'essayer de dédramatiser. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plusieurs choses qui passaient dans ma tête parce que je savais que j'avais dit cette bêtise, je savais que la personne n'était pas bien et je me dis: «Bah, il faut quand même tenir, les gens, aussi informés et essayer aussi de continuer à avoir mon rôle de transmission et donc ce rôle didactique finalement. Donc, bah, je me suis accroché sur mes petites notes que j'avais préparées, sur des infos sur le circuit. Je me suis rappelé de choses et donc j'ai fait le parallèle, et cetera, tout en essayant de dédramatiser aussi, voilà, en n'affolant pas les gens pour que ça reste un moment agréable. Je dirais pas un bon moment, mais un moment agréable quand même si on savait qu'il y avait ces difficultés. Et donc vraiment, c'est d'essayer de faire pas le vide, mais le switch assez rapide en se disant: «OK, c'est bon, il y a eu ça, je le sais, je vais m'en prendre plein, mais c'est pas grave». Je savais pas qu'il y aurait, l'extrait évidemment sur internet. Je me dis: «Pourquoi pas?» Tout peut être, extrait en effet sur les réseaux et c'est ce moment-là où il faut être capable de faire abstraction et de plus y penser. C'est pas facile au début, ça c'était pas faisable même du tout. Là maintenant, j'arrive beaucoup mieux à le faire en dédramatisant justement et en se disant, voilà, de toute façon c'est fait. Il y a un moment, on va pas pouvoir, s'excuser ad vitam aeternam. Voilà, je suis passé à autre chose et je me suis raccroché, pour répondre à des choses, factuelles que j'avais déjà préparées et que je pouvais transmettre aux gens pour, bah, essayer de faire changer d'idée les téléspectateurs. Ouais, c'est ce qui t'a permis de gérer, émotionnellement ce moment, un peu particulier. Ouais, exactement, parce qu'en plus je suis, donc je t'ai dit, je suis en empathie et avec les pilotes aussi et donc ben, forcément, bah, le sport mécanique étant un sport, difficile, je me suis mis à la place de Robert, je me suis mis à la place de sa famille, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été moi?» ou «Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été dans l'équipe?» ou tout ça m'est passé par la tête en très rapidement, hein, très rapidement. J'ai senti tout de suite que c'était pas bien bon quoi, évidemment, parce que on comprend, hein, les Américains quand, il y a un accident comme ça, par exemple, la norme, c'est de prendre du recul avec les caméras, de pas faire de zoom et cetera, de pas remontrer des images. Quand c'est comme ça, tu sais que ça va être grave. Tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais que ça va être grave et moi par le passé, j'ai souvent été marqué justement par les disparitions de pilotes, et tu vois, c'est une anecdote, mais sur ma porte de chambre, je voulais leur rendre hommage à ces pilotes qui,
avait disparu et qui moi me faisait rêver en fait. Donc tu vois, j'avais une photo de Ayrton Senna, une photo de Roland Ratzenberger, une photo de Gonzalo Rodriguez. Donc ça, c'est tous des pilotes qui malheureusement ont perdu la vie sur des épreuves, que ce soit de Formule 1 ou voiture monoplace États-Unis ou aux États-Unis. Et donc voilà, cette empathie-là, bah, c'est sûr que ça m'a un petit peu coupé les ailes à un moment donné. J'allais dire, c'est le côté pro aussi, hein, et je pense que Julien Febvre a vécu ça avec l'accident de Romain Grosjean en 2020 à Bahreïn, étant donné que eux, pour le coup, ils se connaissaient vraiment. C'est-à-dire que, Julien est le parrain d'un des enfants de Romain. Donc forcément, ça a dû être très, très difficile, mais il a été pro et c'est là où c'est un métier. Voilà, commentateur, c'est un métier. Il aurait pu s'effondrer, et pleurer. Il l'a pas fait, ça a été dur, je pense, mais voilà, il a eu ce côté mental, ce petit déclic et de dire: «OK, là, je débranche», dans le bon sens du terme, j'allais dire. J'évacue le fait que ça peut être grave et que c'est mon pote et que il faut être là, présent avec les téléspectateurs parce que mon rôle, c'est de pouvoir rassurer ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, expliquer ce qui se passe. Ouais, parce qu'on n'y pense pas, mais en fait, le fait que vous soyez journaliste et proche des paddocks et donc du coup, ça veut dire que, bah, les pilotes, vous les connaissez. Peut-être que vous avez noué des relations de proximité, d'amitié avec eux. Ce qui veut dire que quand il y a un accident, il faut pour, on va dire, garder un commentaire de qualité pour le téléspectateur qui est derrière sa caméra, il faut aussi garder du sang-froid et son self-control, par rapport s'il y a un incident de course qui arrive et que finalement, bah, c'est un ami qui est dans la voiture, tu vois? Je veux dire, si on enlève le côté, je suis journaliste et je commente, mais c'est peut-être un ami que vous côtoyez souvent parce que finalement vous gravitez dans le même environnement. Ouais, bah, complètement, mais tu sais que c'est dans les deux sens, hein. Je vais te répondre donc déjà sur ce côté, proche, oui, c'est vrai que le fait d'aller sur place, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire ça, côtoyer les pilotes et les acteurs de ce monde-là. J'ai pas assez côtoyé, par exemple, les skieurs et skieuses. Je le regrette, j'espère, y arriver plus tard, mais je suis pas assez proche d'eux, malheureusement, en tout cas pas comme je voudrais. Donc il y a ce côté-là où effectivement, quand il se passe quelque chose, bah, tu sais que c'est la personne que tu as côtoyée, que tu es allé voir, il y a pas longtemps, tu vois, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai rencontré, Allan Simonsen, en 2013 pour ma première aux 24 heures du Mans. Je suis allé le voir directement parce que, ce pilote danois, moi, il m'avait fait, vibrer, quand je commentais les courses sur Motors TV et ben, 4 jours plus tard, il était plus là, tu vois? Et ça, c'est ultra difficile. Je dis pas que c'était mon ami, mais de lui avoir parlé, d'avoir échangé des mots, quelques jours, finalement avant le départ, c'était le jeudi, je crois et malheureusement le samedi, il était plus là. Mais, mais en fait, il faut savoir faire la part des choses. Il faut, conserver les commentaires de qualité, je suis d'accord avec toi et ouais, oublier que c'est quelqu'un que tu connais et ça, c'est vraiment difficile. Mais il y a l'autre côté aussi qui est difficile, c'est quand c'est ton pote ou en tout cas quand c'est quelqu'un que tu aimes bien ou que tu côtoies, faut pas non plus que tu en fasses des caisses et que tu sois dithyrambique sur lui, mais d'un autre côté, tu peux pas non plus trop le critiquer parce que sinon il va te faire la tête et tu vas plus pouvoir lui parler. Donc ça, c'est le moment le pire, je trouve, pour, un commentateur sportif, parce que mon objectif, c'est évidemment d'avoir de bonnes relations avec, la plupart des pilotes, voire même tous si possible. Spoiler, c'est pas possible. Heu, mais pour autant ne pas, avoir ce côté, «fan» entre guillemets, pour le téléspectateur parce qu'ils en ont rien à faire que tu supportes l'un ou l'autre. Donc là aussi, il faut prendre du recul et mentalement, il faut oublier que c'est la personne que tu, connais très bien et que tu as envie finalement de voir, triompher. Donc ça, c'est le côté que je sous-estimais et à force d'aller sur place et d'être proche des pilotes et ben, je me rends compte que c'est très, très difficile et en plus, il y a l'entourage qui va s'ajouter. Parce que quand tu vas sur place, tu rencontres la personne, tu rencontres aussi ses parents, ses frères, ses sœurs, ses enfants et alors là, ça devient un casse-tête. Ah, je te jure, c'est vraiment difficile, ça m'est peu arrivé, hein, évidemment, mais il y a des fois, des entourages qui te contactent: «Ah, bah, alors, mais qu'est-ce que tu as dit? Mais pourquoi tu as dit ça?» Et là, c'est dur parce que là, c'est ton boulot, quoi. À un moment donné, si, le gars ou la fille fait une erreur, bon, bah, tu peux pas ne pas le dire, tout le monde l'a vu mais faut pas être trop critique non plus. Donc voilà, faut pouvoir, jouer avec ça et à l'inverse, quand il y a quelqu'un que tu n'apprécies pas, parce qu'il y en a certains, qui jouent pas le jeu du tout et je les apprécie pas, et ben, en fait, il faut pas non plus que ça se ressente. Donc voilà, c'est toutes ces facettes-là qui sont pas forcément évidentes et comme on est en direct, et ben, il y a quand même un petit doute qui arrive quand tu vas, donner telle ou telle information sur, ce concurrent-là ou l'autre concurrent. Justement, je rebondis sur les longues heures de direct. Comment tu fais pour arriver déjà à rester concentré
Et j'ai un autre truc qui me vient, c'est comment tu fais pour maintenir ton attention quand il y a la course et que en régie on t'envoie des informations éventuellement. Ah oui, ça c'est vrai, tu as raison, on n'a pas évoqué ce point-là. Parce que en fait, dans le casque que je porte généralement, eh ben, en fait, on me parle aussi, on me donne des informations dans l'oreillette. Pas tout le temps, mais ça peut arriver ou des informations qui sont plus ou moins utiles, hein, d'ailleurs. Ça peut être des infos de décompte, par exemple, pour la pub. Ça peut être des infos de décompte pour pouvoir lancer une interview, choses comme ça, alors qu'on est en train de construire son déroulé. Donc, j'allais dire comment rester concentré. En fait, dans ma tête, j'ai un fil conducteur. Quand je te disais que 5 ou 10 minutes avant l'épreuve, je me prévoyais, si tu veux, un moment pour me lancer dans les explications éventuelles. Je me prépare de côté quelques points que je voudrais aborder pendant une course d'endurance. Je ne sais pas si je vais tous les aborder, je ne sais pas si je vais en aborder un seul, mais au moins j'ai ces possibilités-là s'il y a un moment creux pour maintenir justement l'attention du téléspectateur. Donc il y a cette possibilité-là qui existe. Après, bah, c'est tout bête, mais tu vois, à un moment donné aussi, c'est pas grave. À un moment, couper le micro pendant 2, allez, je sais pas combien, non, je vais pas dire 2 minutes, c'est pas vrai, mais pendant 30 secondes, tu coupes le micro, tu peux même l'enlever ce micro casque et tu bois un coup. Tu peux même te restaurer un petit peu et là, ça te redonne un coup de boost aussi pour le mental, tu vois, une petite banane qui va bien ou la barre énergisante ou je sais pas comment on dit, la barre céréale là, qui va te redonner un petit coup de peps parce que mine de rien, faut pas l'oublier. Moi, j'oubliais ça avant. Pendant des heures et des heures, je mangeais rien du tout et je buvais à peine. Mais en fait, non, c'est vraiment le secret. C'est un peu comme un coureur de trail, tu vois, par exemple. Alors, j'exagère peut-être le trait, mais voilà, en tout cas, toujours penser à bien à la fois s'hydrater et parfois se restaurer. Donc voilà, faire le vide. Ce qui m'aide aussi quand on me parle et qu'on me donne des indications dans les oreilles, c'est quand c'est en anglais, c'est facile parce que comme c'est une langue que je n'évoque pas tout de suite, puisque je commente en français la majorité du temps, il m'est arrivé de commenter en anglais, mais très rarement. Bah en fait, j'arrive à faire le distinguo entre ce qu'on me dit dans l'oreille et ce que j'évoque. Donc il y a ça. Quand c'est en français, c'est très difficile de vraiment faire la différence entre les deux. Mais par contre, j'ai de la chance, c'est qu'on a des pupitres juste devant nous, des petits boîtiers, et en fait, on peut selon les potards, les petits boutons que tu tournes à gauche ou à droite, plus ou moins augmenter le son. Et en fait, bah, quand vraiment ça me dérange, il y a des moments où c'est pas du tout le lieu pour me donner cette information-là, ou en tout cas, c'est pas le moment de me la donner. Donc un peu comme les pilotes, si tu veux, les pilotes qui disent non, non, mais là dans les virages, tu me parles pas, etc. Donc maintenant, c'est un commun accord entre les ingénieurs et les pilotes. Bah, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand quelqu'un est expérimenté, il sait que à tel moment, quand je vais m'enthousiasmer, on me parle pas. Par contre, si la personne n'est pas expérimentée, ce qui peut arriver, bah, en fait, je coupe la voix tout simplement et je continue mon évocation de l'histoire de tout ça et je remonte le son juste après et au pire, je redemande en disant qu'est-ce que tu m'as dit là? Mais voilà, c'est comme ça que j'arrive à faire le vide. Donc soit quand c'est en anglais, ça c'est facile, hein, moi je parle en français donc je trie. Par contre, si c'est en français et que la personne est insistante, hop là, je coupe le micro. Ça c'est la première chose. Après pour le reste, pour essayer de rester concentré, ben c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment essayer d'avoir ces relances régulières pour remettre un peu d'eau au moulin ou une bûche dans le feu. OK, ouais, je comprends mieux. On n'y pense pas, tu vois? Quand tu es Mais non, dans le truc. Alors j'ai une petite question, ouais, ce sera une des dernières, hein, on a encore quelques-unes. mince, ça passe vite. Ça fait 1h20, hein, qu'on Ouais, discute. c'est vrai. Ouais, je Heu, suis très bavard, hein. ah, mais ça me dérange pas. Tu sais, moi, sur le podcast, j'ai pas de il y a des podcasts qui sont normés. Moi, je dis tant qu'on a des choses à se dire, bon, pas Je suis exactement dans la même situation dans Trajectoire. Tu sais, on me dit ah mais c'est trop long, les gens écoutent pas. C'est pas vrai déjà parce que en fait avec le podcast, on a une chance, c'est qu'il y a un bouton pause et il y a un bouton lecture, donc on peut le faire en plusieurs fois et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cette liberté-là. ouais, tu peux reprendre, là où tu en étais arrêté, c'est vachement bien. Ça, tu m'as dit que tu étais tombé dedans à l'âge de 3 ans. Tu quel âge, là? J'ai 36, je vais bientôt avoir 37. Oh là là, disons que ça ne me Donc rajeunit ça pas. fait 33 ans que finalement tu baignes un peu là-dedans, quoi. Comment tu fais pour, garder intacte ta passion? Eh ben, tu sais quoi? J'ai pas la réponse. Je pense que je l'ai en moi. C'est assez fou. C'est vrai, hein. À un moment donné, j'ai eu peur de la perdre, cette passion, parce que, bah, quand tu fais ton boulot, il y a des fois où c'est pas facile. Alors, je vais te dire, hein, tout le monde pense que c'est un métier de rêve. C'est un métier qui me plaît beaucoup. Mais il y a des moments où, quand tu dois commenter à 3 heures du matin et que, bah, tu as juste une envie, c'est d'être, avec tes proches et avec ta famille,
bah, c'est pas forcément facile, tu vois? Il m'est arrivé de bosser, plusieurs fois le 25 décembre, pardon, le 1er janvier. C'est sûr qu'il y a des choses qui se ratent. Pas toujours facile. Je suis quand même passionné à la fois par le sport en lui-même, mais aussi par l'exercice. Je me suis pris de passion, par, l'exercice de, pouvoir, transmettre, donc de commenter, d'aller à la rencontre aussi des acteurs, donc qu'ils soient sportifs ou non d'ailleurs, hein, parce que j'ai aussi fait, d'autres présentations sur, des domaines un petit peu plus, un petit peu différents. Voilà, tout simplement avec, des, heu des exercices, entre membres d'entreprise pour, essayer de les lier, de faire des activités de cohésion. Ça c'est bien, ça me plaît bien aussi. J'ai été aussi présentateur dans des environnements un petit peu plus, pro, donc notamment, sur, de la banque, sur, des événements un petit peu plus, heu, officiels si je puis dire, ou en tout cas, des événements d'entreprise. Et en fait voilà, j'ai cette passion-là de pouvoir, rencontrer les gens et transmettre et les mettre en valeur. Donc ça, c'est un autre point. Et cette passion-là, je pense qu'elle me quittera jamais parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir, toujours découvrir des nouvelles choses. Même dans le sport mécanique, je découvre quasiment chaque jour des nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment, à chaque fois, génial. Et puis, en fait, c'est ce côté, c'est la roue qui tourne justement, c'est pas étonnant, hein, mais, d'avoir des infos qui amènent d'autres infos, qui amènent d'autres infos. Et c'est cette recherche qui me plaît en fait. Et tu vois, j'en ai à travers mon podcast Trajectoire, j'en ai à travers mes commentaires à la télé, j'en ai à travers, mes, reportages quand je vais sur le terrain. Maintenant, j'espère grâce à ma chaîne YouTube en avoir aussi, mais c'est comme ça en fait que ça continue. Et même quand je bosse pas, au grand désarroi de mes proches, je reste, focus quand même. Et je vais regarder, voilà, je vais regarder une course de Formule 1 même si je commente pas, je vais regarder une course d'endurance, peut-être que je n'aurai pas l'occasion de commenter parce que je suis sur une autre épreuve. Donc voilà, rester toujours aussi dans l'action et rester toujours au fait de ce qui se passe dans mon milieu. Donc c'est ça qui me maintient cette passion mine de rien et de lancer des projets, voilà, tout simplement, dont le podcast, mais bien d'autres. Bon, bah, c'est génial, j'ai envie de dire. On va conclure, du coup, cette interview. J'ai 2 questions, à te poser, pour terminer. La première, c'est: quel conseil tu donnerais à des jeunes qui souhaitent devenir journalistes sportifs? Et ma deuxième, qui s'adresse plutôt aux auditeurs, aux auditrices, bah, est-ce que tu as une phrase, une philosophie de vie qui te guide, que tu aimerais partager avec eux? Intéressant, tu vois? Philosophie de vie, j'en ai pas spécialement, mais il y en a beaucoup que j'ai réussi à glaner un petit peu autour de moi. Et c'est vrai que c'est toujours, ouais, toujours, assez intéressant de se projeter, là-dedans. Donc, je vais essayer d'en trouver une justement, et de m'en rappeler surtout. La première pour les conseils à donner, je dirais que, tu vois, on a parlé de passion, suivre vraiment ce qui nous plaît. Et en fait, c'est là où on va être le meilleur. C'est-à-dire on peut avoir une idée en tête de se dire: «Ah OK, je vais être absolument journaliste». Bon, mais dans quel domaine? Et se donner les moyens en fait d'arriver. Si, la culture est quelque chose d'important, et ben, faire les études de journalisme, évidemment, ça peut être une possibilité ou pas, puisque mon parcours en atteste. Mais en tout cas, garder dans son esprit, voilà, ce qu'on veut. Et donc aller à la rencontre des gens qui pourraient ouvrir des portes. Et aller toujours être proactif, j'allais dire, dans ce côté-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est, très important pour moi de rester, tu vois, toujours dans ce côté, rencontre. Et donc c'est le conseil que je donnerais, c'est vraiment ne pas, compter, ses heures au début, hein. Bien sûr, après, la vie fait qu'on a parfois des contraintes, évidemment. Mais je dirais que, être conscient de ce qui nous plaît et de ce qui nous plaît pas aussi, ça c'est plus dur à avoir. Mais, de façon à être toujours, à garder cette fameuse motivation, tu vois? Donc, les conseils, c'est vraiment de pas s'enfermer dans un sujet peut-être qui n'intéresserait pas. Faire ses armes, bien sûr, accepter des, projets peut-être nouveaux qui, au début, de prime abord, seraient peut-être pas forcément, ce que vous viseriez. Mais par la suite, voilà, être conscient de ses forces et de l'endroit où on peut être le plus efficace. Voilà, j'espère que c'est un conseil qui peut s'appliquer. En tout cas, c'est celui que j'ai continué d'appliquer, et quitte à créer des choses, hein, d'ailleurs, tu vois? J'ai créé mon podcast, voilà, parce que j'étais passionné. Et
Je me suis pas dit je vais faire ça pour avoir ci, pour avoir ça. Après, tant mieux si ça apporte quelque chose. Maintenant, c'est parce que je le ressentais au fond de moi. Donc voilà, pas hésiter à lancer des projets et franchement, les portes peuvent s'ouvrir. Voilà. Et après pour le côté réflexion ou pour le côté philosophie de vie, je dirais, bah, on peut, tu vois, c'est une phrase qui est connue et surconnue évidemment, mais c'est un peu ça, c'est que viser la lune, au pire, on atteint les étoiles. En fait, tu vises le maximum que tu veux faire, et puis bon, de toute façon, il y aura quelque chose qui va intervenir et qui va pouvoir être récolté. Et donc, c'est un petit peu ça la philosophie. Tu vois, c'est pas hésiter à aller viser haut, je dirais, le plus haut possible. Et puis, bah, de toute façon, voilà, il arrivera ce qui arrivera. Mais ne pas être déçu aussi. Tu vois, un truc qui est intéressant, c'est que on peut se dire ah ouais, je fais une compétition là en l'occurrence pour moi régionale, ah, c'est nul. Non, parce que tu peux toujours tomber sur quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose et rencontrer peut-être la personne qui connaît quelqu'un qui va pouvoir t'ouvrir une porte ou pas. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de vivre le moment présent et de pas se dire oh là là, franchement hein, c'est nul, j'ai tout raté. Voilà, pas mentalement perdre espoir. Toujours rester positif. Bon, bah écoute, Anthony, merci beaucoup pour ton temps, ta Merci à gentillesse. toi. Et bah du coup, bah voilà, un grand merci. Et puis voilà, je voulais rappeler aussi aux auditeurs, aux auditrices que tu as un podcast, hein, tu l'as cité, hein, le podcast Trajectoire, qui est super chouette, parce que du coup là, un des épisodes que j'ai pu découvrir, alors c'est pas un des derniers, mais c'est le chanteur là, le rappeur. Oui, Five. Oui, je trouvais très très intéressant de pouvoir aussi voir un peu comment on peut rebondir après un accident finalement, Exact. de la meilleure des manières. Et donc voilà, donc c'était chouette. Et puis de la même manière que je crois que tu avais pu interviewer aussi un des invités que j'ai eu, Axel Alétru. Oui. Voilà, donc c'est des trajectoires inspirantes aussi, je trouve, qui viennent du monde du sport, sport auto ou sport moto. Mais en tout cas, voilà, c'est super. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir aussi, voilà, ton podcast qui est sur toutes les plateformes, et également, bah, voilà, tes interviews qui sont sur YouTube. Merci beaucoup, Sébastien. Avec grand plaisir. Et voilà, nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que le témoignage de notre invité vous a inspiré et donné des clés concrètes pour développer votre propre résilience. Au cours des prochaines interviews, nous continuerons à vous offrir une boîte à outils complète pour transformer vos épreuves en tremplin vers le succès. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Pour continuer à progresser dans votre mindset, n'hésitez pas à réécouter certains épisodes ou à me contacter directement. Ma porte est ouverte pour répondre à vos questions sur la préparation mentale. Je vous dis aussi à bientôt sur les réseaux sociaux du podcast pour de nouveaux contenus, quiz, défis mentaux et autres surprises, ainsi que la newsletter. Souvenez-vous que la lumière triomphe toujours des ténèbres dès lors que nous choisissons de persévérer. Alors, gardez confiance en vos rêves et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.